Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Le président Alassane Ouattara va accompagner davantage les médias ivoiriens. C'est ce qu'il a déclaré ce jeudi au cours d'une présentation de vœux à la presse. Il demande en retour plus de responsabilité des journalistes. Direction Oumé dans ce journal où un petit village cultive du raisin, une découverte inédite dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis le divorce est déclaré ce vendredi, ce soir à minuit, heure de Paris. La Grande-Bretagne ne fera plus partie de l'Union européenne, un moment historique pour l'Europe. La presse est une priorité, vous pouvez donc compter sur moi. Ce sont les mots du chef de l'État qui a adressé ce jeudi ses vœux à la presse ivoirienne, annonçant une augmentation de l'aide publique aux médias. Salif Yadekwe. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a annoncé hier soir une augmentation de l'aide publique à la presse. Alassane Ouattara répondait à une sollicitation des hommes et femmes des médias venus lui présenter les vœux de Nouvel An. J'ai pris bonne note, bien sûr, de vos propositions de solutions, à savoir la nécessité pour l'État d'accroître son soutien à travers d'abord une augmentation des montants alloués à l'aide publique à la presse. Je m'en entendrai avec le vice-président, le Premier ministre et le ministre de la Communication. Un élargissement du périmètre d'intervention de l'aide publique aux médias. En complément du dispositif d'aide publique qui existe déjà, comme je l'ai dit, j'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour un abonnement groupé de certaines institutions et administrations à vos journaux, ainsi qu'une répartition diversifiée et équilibrée de la publicité institutionnelle. En retour, le chef de l'exécutif ivoirien a exhorté les journalistes à plus de professionnalisme et de responsabilité en cette année électorale 2020. Vous devez toujours faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Lutter contre les fake news, les fausses informations et les rumeurs qui sont malheureusement favorisées par les nouveaux modes et circuits de diffusion de l'information. Cette exigence sera encore plus accrue, car l'année 2020, comme vous l'avez signalé vous-même, est une année électorale. Je souhaite que les médias prennent leur part de responsabilité dans la conduite du processus afin de renforcer notre démocratie. Auparavant, les représentants des médias ont dépeint un tableau sombre de leur secteur, d'où l'aide publique qu'ils demandent. Beaucoup a été fait, certes. Fort est cependant de constater que l'état actuel de la presse dans son ensemble impose que l'État augmente l'enveloppe de la subvention qui lui est allouée. Nous voulons pour notre pays une presse responsable, crédible et de qualité. C'est pourquoi nous souhaitons obtenir ici en Côte d'Ivoire cette subvention directe. À cette occasion, les acteurs de la presse, satisfaits de l'appui constant de leur hôte du jour, ont tenu à lui offrir des présents lors de cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Depuis le 23 janvier dernier, les vétérinaires ivoiriens sont en grève à l'appel des syndicats du milieu. Le mouvement prend fin ce jour, mais a paralysé plusieurs services de santé animale, mettant en danger la vie de consommateurs de viande. À l'exception de l'abattoir de Port-Bouët, les vétérinaires justifient leur refus de participer à cette grève par leur conscience professionnelle. Timmy Danger et Mathieu Imbadé. Akatano est le chef de service transit de l'abattoir d'Abidjan-Port-Bouët. Son service assure en quai de débarquement la première inspection anté-mortem du bétail. Ce jeudi, avant-dernier jour de la grève d'une semaine arrêtée par 3 syndicats du milieu, nous le trouvons à la tâche. Ses camarades et lui s'assurent que les ruminants convoyés dans ce parc sont sains et propres à la consommation. Nous sommes des agents du district autonome d'Abidjan. Et nous n'avons pas connaissance de la grève. Nous avons prêté serment de pouvoir permettre à la population de manger de la viande saine. Nous ne pouvons pas nous permettre, avec une population de 6 millions d'habitants, autoriser la consommation de la viande qui n'est pas de bonne qualité. Comme ses agents, Gozou Bitibé, que l'on trouve derrière ce grand hangar de 21 box, est présent à son poste. Deuxième niveau de la chaîne de contrôle, il s'assure que les bêtes déclarées, sans anomalie,
le sont exactement avant d'intégrer le parc de stabulation. Unique parc terminal du bétail d'Abidjan, le directeur de l'abattoir de Port-Bouët soutient que le suivi de la grève serait préjudiciable à la santé des populations. Les services vétérinaires sont déclarés comme un bien public mondial par l'Organisation mondiale de la santé animale. Et ce travail-là, nous avons le devoir d'assurer le contrôle sanitaire, d'assurer les différentes inspections afin que le consommateur soit protégé. Les revendications, avance le directeur, peuvent être traitées sans déserter les services vétérinaires et renoncer ainsi à son serment. Je pense qu'avec le dialogue, on peut trouver de meilleures solutions qu'avec la force. La grève du 23 au 31 janvier 2020 devait entraîner la fermeture des services vétérinaires, les postes d'entrée, les bureaux de l'aquaculture et de pisciculture, les abattoirs, les tueries et les cliniques vétérinaires publiques. Elle vise à obtenir le paiement d'indemnités spécifiques et l'octroi d'indemnités de logement et de primes aux techniciens vétérinaires. Et sinon, la viande qui se retrouve dans nos assiettes est-elle de bonne qualité? Notre journaliste Timé Dandier a tenté ce jour d'avoir des réponses à l'abattoir de Port-Bouët. Reportage. Pas de crainte à avoir. Les ruminants, gros comme petits, parqués à l'abattoir d'Abidjan-Port-Bouët, qui se retrouvent dans les assiettes des Abidjanais, sont de bonne qualité. Le dispositif mis en place à cet effet que nous découvrons ce jour répond aux attentes d'hygiène et de sécurité de la viande. Tout débute par l'inspection à pied. Cette étape est assurée par ces médecins vétérinaires, premiers intervenants dans la chaîne de détection de toute anomalie. L'abattoir, il y a deux composantes. Les animaux qui arrivent doivent être d'abord dénombrés, inspectés pour voir leur état de santé avant d'être acheminés à l'abattoir. Donc notre rôle consiste à veiller sur la santé des animaux. Et donc nous sommes là 24 heures sur 24 avec cette équipe qui est autour de moi pour veiller sur la santé des animaux, surtout les animaux qui viennent par camion, par train. Les bêtes contrôlées saines intègrent le second volet de l'inspection. Elle est assurée par cet autre agent des services vétérinaires. De là, les animaux se retrouvent ici, l'abattoir à stabulation. Seuls les ruminants testés sains dans la phase antémortem y sont admis. Ici, c'est un poste d'inspection antémortem, c'est un poste d'inspection sur pied des animaux qui nous permet d'avoir une certaine orientation. Tout animal qui est un peu douteux ou qui fait l'objet d'une quelconque suspicion fera l'objet d'une inspection spécifique, d'une inspection spéciale. Le bout de la chaîne, c'est cette salle dotée d'équipements modernes. Ici, tout est mis en œuvre pour répondre aux normes d'hygiène et de santé requises en matière de sécurité alimentaire. La salle d'abattage doit être une salle où vraiment on respecte l'hygiène. C'est-à-dire que c'est une salle qui est lavée régulièrement. C'est une salle vraiment où on a du matériel propre. Voilà, tout le processus doit vraiment respecter les conditions d'hygiène. Les images d'un abattoir dégradé avec du matériel vétuste relèvent désormais du passé. Les populations, assure le directeur, disposent de viande de qualité. Vers 2012, l'abattage à l'abattoir de Port-Bouët ne respectait plus cette marche en avant qui permettait de produire de la viande de qualité. Il fallait un nouvel abattoir qui réponde aux normes. Aujourd'hui, nous avons un nouvel abattoir. Le nouveau visage de l'abattoir de Port-Bouët est le fruit des importants investissements faits par le district autonome d'Abidjan. L'institution du gouverneur, Robert Mambé-Begré, s'est fortement impliquée ces dernières années pour que ce parc terminal du bétail, créé en 1959, soit au rendez-vous de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. La sténose caustique, une technique chirurgicale très délicate. Elle a été effectuée et réussie sur des enfants venus de différents pays africains. Des interventions gratuites à l'initiative de l'hôpital Mère-Enfant et la chaîne de l'espoir. Pierre Dupomela. Yaro Chantal est à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, aux côtés de Larissa, sa fille de 5 ans, qui vient d'être opérée de la sténose caustique de l'œsophage. L'opération a consisté à lui ôter l'œsophage malade
et le remplacer par un bout du côlon. Une chirurgie délicate qui aurait coûté en Europe près de 50 000 euros, soit plus de 30 millions de francs CFA. Sa mère, encore sous l'émotion, explique l'origine du mal. C'était un soir, on dormait. Et puis ma fille s'est réveillée, elle est sortie pour aller dans la cuisine. Derrière, il y a un couloir dans la cuisine. Elle est partie là-bas et puis elle allait prendre, elle a bu. Quand elle a bu, elle a crié. Plus que ça a brûlé sa bouche, elle a crié. Et dans ça, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai couru, je suis partie envers elle. J'ai dit, il y a quoi? Elle a ouvert la bouche. J'ai vu que c'était l'acide. Nourrie depuis cet accident par sonde, la petite Larissa pourra manger normalement après cette opération. Ils sont au total 13 enfants, dont des Ivoiriens qui ont avalé ces produits chimiques par inadvertance et qui attendent cette chirurgie pédiatrique à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Remplacer un œsophage, c'est une décision qui est vraiment très très lourde. C'est une intervention qui est longue, qui est complexe. Il y a quand même 8 personnes qui sont venues pour cette mission, en termes de chirurgiens et d'infirmiers spécialisés. Si cette mission médicale a connu un succès, c'est grâce au niveau du plateau technique de l'hôpital et la collaboration entre chirurgiens ivoiriens et étrangers. Une collaboration qui a permis un transfert de compétences. Cette nouvelle technique apportée par nos experts, c'est qu'on enlève, on retire l'œsophage malade et on remplace par le côlon. Je pense que ce n'est pas tous les centres en Afrique de l'Ouest qui peuvent accueillir ce genre de mission. C'est une collaboration multidisciplinaire avec des infirmières, des médecins, des gastro-entérologues, des endoscopistes, des chirurgiens de différentes natures et de différentes spécialités, de différents pays. Et toutes ces personnes, avec leur sensibilité propre, collaborent de façon extrêmement efficace. L'ingestion de produits caustiques tels que la javel, la soude, l'acide muriatique est fréquente chez les enfants de moins de 5 ans. Une surveillance plus accrue des parents constitue la prévention indispensable pour éviter une telle chirurgie lourde aux enfants. L'urgence est désormais internationale. Le comité de l'OMS a estimé que l'épidémie du coronavirus était de portée mondiale. On compte 213 morts et près de 10 000 personnes contaminées au-delà même de la Chine, d'où est parti le virus qui se propage à une vitesse alarmante. Yéli Traoré. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce jeudi l'urgence internationale face à l'épidémie du coronavirus apparue en décembre dernier. Les autorités chinoises ont fait état ce matin de 43 décès enregistrés en 24 heures, soit la plus forte progression quotidienne depuis le début de l'épidémie, qui a fait 213 morts. Le nombre de patients contaminés est par ailleurs monté à près de 10 000 en Chine continentale et 102 000 personnes sont en observation avec de possibles symptômes de la maladie, selon les autorités. Une centaine de cas, dont des cas de contamination locale par des malades venus de la Chine, ont été déclarés dans les autres pays du monde, y compris en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Je déclare une urgence de santé publique de portée internationale face à l'épidémie mondiale de nouveau coronavirus. La principale raison de cette déclaration n'est pas à cause de ce qui s'est passé en Chine, mais à cause de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Pour le directeur général de l'OMS, cette proclamation de l'urgence internationale s'explique par les statistiques liées à la propagation de l'épidémie. Au total, il y a maintenant 7 834 cas confirmés, dont 7 736 en Chine, ce qui représente près de 99% de tous les cas signalés dans le monde. 170 personnes ont perdu la vie à cause de cette épidémie. Tout en Chine, nous devons nous rappeler que ce sont des personnes et non des chiffres. Face à ce nouveau développement, certains pays ont décidé de fermer leurs frontières avec la Chine. L'OMS a averti cependant que la fermeture des frontières avec la Chine, foyer du coronavirus, serait contre-productif, car cela risque de pousser les personnes à voyager illégalement, favorisant
la propagation de l'épidémie. L'OMS ne recommande pas les restrictions de voyage et de commerce, mais comme l'ont montré d'autres situations, comme notamment avec Ebola, quand les gens veulent voyager, ils le font. Et si les frontières officielles ne sont pas ouvertes, ils trouveront d'autres points de passage informels. Mais la seule façon de contrôler qui passe par les frontières, de vérifier qui a de la fièvre par exemple, ou d'identifier leur itinéraire et de surveiller s'ils présentent des signes d'infection, c'est en les faisant passer par des points de passage officiels. En Côte d'Ivoire, un renforcement des mesures de sécurité sanitaire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny a été mis en place. La semaine dernière, un cas suspect arrivant de Chine avait été déclaré, mais les résultats des échantillons analysés par les Instituts Pasteur de Côte d'Ivoire et de Paris se sont révélés négatifs au coronavirus. C'est inédit dans l'histoire de l'Europe. Le Royaume-Uni se retire de l'Union européenne. Ce sera effectif à minuit, heure de Paris. Cette journée porte en elle un caractère historique puisque c'est la toute première fois de l'histoire depuis sa création qu'un pays décide de sortir de cette association politico-économique. Ce vendredi 31 janvier marque donc la fin d'un feuilleton débuté en 2016 lorsque les Britanniques ont voté le divorce appelé Brexit. On écoute la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'exprime à ce propos. Notre expérience nous a permis de réaliser que la force ne réside pas dans un splendide isolement, mais dans une union unique. Nulle part ailleurs dans le monde, vous ne trouverez 27 pays, 440 millions de personnes, parlant 24 langues différentes, s'appuyant les uns sur les autres, travaillant ensemble, vivant ensemble. Cela montre combien l'unité compte, combien nous sommes forts dans l'unité, bien plus à 27 qu'un pays peut l'être à lui tout seul. La militante du climat, Greta Thunberg, a participé ce vendredi matin à une conférence de presse qui avait lieu simultanément à Stockholm, Kampala, Nairobi et Johannesburg sur les conséquences du réchauffement climatique pour le continent africain, avec à ses côtés virtuellement des militantes ougandaises, kenyanes et sud-africaines. Greta Thunberg a rappelé que le continent qui contribue le moins au réchauffement de la planète est celui qui en pâtit le plus, selon la célèbre activiste qui vient d'être proposée pour le prix Nobel de la paix. Il est temps que le gouvernement partout dans le monde entende le message des militants africains. On l'écoute. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur l'Afrique, les militants et les scientifiques d'Afrique, parce que la perspective africaine reste tellement sous-médiatisée. Il est temps pour le monde d'écouter les écologistes africains, d'entendre leur message et d'agir quand c'est nécessaire. Et je crois que c'est une opportunité pour les médias de rendre justice aux enjeux climatiques en Afrique. Un retour en Côte d'Ivoire avec une découverte surprenante dans la région du Gao, précisément à Gabia, près d'Oumé, où un vigneron ivoirien cultive du raisin, une première dans le pays. Reportage de Yili Traoré et Harouna Zeba. Gabia, bourgade située à une dizaine de kilomètres de Oumé. C'est là que Awa Bikwasi Denis a choisi pour faire son champ expérimental de culture de raisin. C'est en 1999, après avoir travaillé pour un expatrié qui produisait du raisin à son domicile, à Yamoussoukro, que l'idée lui est venue de répliquer cette culture dans son village natal. D'abord chez lui, à la maison, ensuite dans un champ d'environ un demi-hectare. À sa grande satisfaction, la culture a pris, puisque le sol choisi est sablonneux et sec, donc propice à la culture de raisin. Pour avoir une production de raisin de qualité, pas besoin de pluie abondante, mais plutôt de soleil, car un sol mouillé abondamment, gorgé d'eau, rendra le fruit très acide à la récolte. Par contre, le sol sec et sablonneux de la région de Oumé rend le goût du raisin meilleur, avec comme seul inconvénient le risque d'une récolte moins abondante. Awa Bikwasi Denis, malgré le succès de son expérimentation, a cependant rencontré des difficultés liées à la production et à la commercialisation de ses récoltes. J'ai été très curieux auprès d'un blanc, très curieux. Et c'est ma curiosité qui a fait que tout ça, je sais faire. Et je le regardais par saison, il venait réciper. C'est-à-dire, le récipage, en fait, c'est de féconder la vigne.
Et tout ça là, j'ai pris à côté de lui. Pour la commercialisation, je n'ai pas encore eu de marché. Et c'est ce qui me pousse à ne pas avoir trop de courage pour en faire grand. Puisque ce que vous avez vu auparavant, c'est les demandes d'homme un peu à manger. Donc je n'ai rien. Sinon, je demande de l'aide au ministère de l'Agriculture pour que j'évolue dans cette situation. Des voisins de notre agriculteur pionnier, rencontrés dans les rues de Oumé, témoignent aussi de l'engagement et la détermination de Denis en faveur de la promotion de la culture de raisin. Ils en appellent également à l'aide afin que la production de raisin à Oumé puisse continuer. Il a raison. Les gens viennent, mais ça ne porte rien. Je ne sais pas pourquoi. On a besoin que les gens n'ont qu'à venir l'aider un peu, comme ça, le raisin va agrandir, le champ de raisin n'a qu'à agrandir. Vous-même, vous êtes venu, vous avez vu comment il est. Donc, on a besoin d'aide. Je suis son voisin. Nous sommes tout le temps avec lui ici. Vraiment, son projet est bienvenu. Et il a eu l'idée de créer une plantation, une petite expérience de vignes qui est en train d'attirer les gens. Nous, notre souhait, c'est quoi? C'est que ce frère il puisse vraiment émerger. Passionné par son métier et fier de son expérimentation réussie, Denis est cependant désemparé de voir que ses efforts risquent de finir comme un coup d'épée dans l'eau. Il souhaite pouvoir bénéficier d'assistance et d'aide des pouvoirs publics afin de sortir de la confidentialité et de pérenniser sa culture de raisin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et on se retrouve demain dans l'intégrale d'NC Reportage. Très bon week-end à tous.